Oui. Ce que je sais, c'est qu'il est très soucieux de sa santé. Il est végétarien. Il n'abuse pas d'alcool. Je ne savais pas qu'il était sexuellement violent. C'est une personne de principes élevés et un gars qui a toujours 30 longueurs d'avance, quel que soit le tournant. Cela dit, les entreprises pensent différemment. Bien sûr, ils ne changeront pas, car s'ils le faisaient, ils n'existeraient pas vraiment, et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ils ne seront plus là très longtemps. Certaines personnes nous ont dit que l'industrie musicale pouvait être le témoin de certains des pires aspects de l'humanité. Bien qu'une grande partie de ces propos aient été qualifiés de propagande par la grande majorité. Cat Williams les ramène à l'actualité et utilise la vie de Prince comme point d'ancrage de son histoire. Dans le passé, la plupart des gens auraient pu prendre les paroles de Cat Williams moins au sérieux. Mais lorsqu'il a prédit la chute de certains géants de l'industrie, les gens ont commencé à croire ses paroles et selon lui, le prochain domino à tomber pourrait être Clive Davis. Il y avait des dirigeants de l'industrie, puis il y avait Clive Davis. Ce qui distingue cet homme de ses collègues dans ce domaine, c'est que Davis a été si étroitement associé à l'entreprise qu'il est difficile de réussir un seul acte à partir du jour où il n'a pas contribué à leur cause. Aujourd'hui, pour certains, c'est une opportunité qui change leur vie. Mais pour d'autres, nous savons que cela peut marquer le début d'une douloureuse prise de conscience sur leur cheminement de carrière et qu'une personne du deuxième type, selon Cat Williams, aurait pu être un prince, connu comme un talent unique. Prince est ce que beaucoup appellent volontiers un pionnier de ce qu'est devenu notre monde du divertissement. Parlons du monde du divertissement en général, pas seulement de la musique, car Prince n'est pas seulement une image que tous ceux qui rêvent de chanter mettent sur une affiche dans leur chambre. C'est aussi pour ceux qui veulent devenir artistes. Ayant eu une vie aussi influente, on pourrait s'attendre à ce que le voyage de Prince se soit déroulé sans problème, avec peu ou pas de contretemps en cours de route. Mais selon son ami proche Cat Williams, cela ne s'est pas produit. Le début de sa carrière a non seulement été rempli de défis, mais ces défis sont également devenus plus profonds après sa réputation mondiale. La raison, selon le chanteur lui-même, est qu'il a dû endurer certaines choses de la part de forces très spécifiques de l'industrie. Cela fait des années qu'aucune histoire n'a été racontée sur sa vie. Mais selon les récentes allégations de Cat Williams, il semble que sa vie de combat contre ces personnes ait pu jouer un rôle d'une manière ou d'une autre dans son départ. Cela aurait été un acte scandaleux dans d'autres circonstances, mais le fait que Prince lui-même ait parlé des problèmes auxquels il a été confronté, ainsi que des histoires contradictoires après sa mort, dresse le portrait d'un homme dont les luttes vont bien au-delà de l'ordinaire. C'est pourquoi Cat Williams, que l'on sait amoureuse de la vérité, s'intéresse désormais autant à faire la lumière sur la vie du chanteur. Donc, si vous n'y prêtiez pas attention lorsque Prince était en vie, l'histoire de Cat est peut-être la pièce manquante de tout le puzzle. Il m'a vraiment aidé de différentes manières, notamment dans le domaine des affaires, jusqu'à ce qu'à l'âge de 18 ans, il devienne un homme noir riche dans ce secteur. Même si les gens ne le savent peut-être pas, Cat Williams et Prince sont plus proches que le couple chanteur-comédien moyen. L'acteur du Comic-Con a parlé de Prince à plusieurs reprises, l'une des plus récentes étant son apparition dans le Shay Shay Club de Shannon Sharpe. Williams a expliqué comment lui et le chanteur légendaire étaient liés sur tant de choses. Des paroles de chansons à la musique de Williams au début de sa carrière, en passant par les voitures et les femmes. Parce que nous partageons certaines choses. Notre connexion, ce sont les textes, les femmes et les machines. Il semble que ce soit exactement ce qu'ils ont partagé en surface, car Cat a également déclaré que Prince avait été l'une des premières personnes de l'industrie à lui apprendre à naviguer dans ces eaux mortelles. Bien que lui, Cat, ait réussi à s'épanouir au fil des années, il semble que Prince ait désormais beaucoup de chance. Et Williams lui-même est ému par la façon dont cet homme s'est battu jusqu'à sa mort. En regardant ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi ce célèbre accusateur voudrait mettre les choses au clair sur son ami, en particulier sur quelqu'un qui a contribué à façonner sa vie d'artiste. En fait, il en a même parlé lorsqu'Arsenio Hall l'a interviewé sur Netflix pour plaisanter. Williams a déclaré à Hall qu'il s'était inspiré de Prince et qu'il avait passé 5 ans comme rappeur avant de devenir comédien, après avoir rencontré l'artiste légendaire quand il l'était, juste un rappeur. 12. Williams a déclaré avoir rencontré le chanteur de Purple Rain à Dayton, Ohio,
alors que le chanteur se produisait à l'université de Dayton Arena. J'ai rencontré Prince quand j'avais 12 ans. Il a dit que je le connaissais depuis toujours. Il est comme mon guide. La raison pour laquelle j'ai une haute estime de moi, c'est à cause de lui. Il a ajouté que, vous savez, lorsque vous jouez de 26, 28 instruments, cela signifie que vous pouvez être polyvalent tout en vous concentrant sur chacun d'entre eux comme si c'était la seule chose, ce qui est une compétence difficile. Mais il m'a dit que même si tu es petit, que tu as la peau claire et les cheveux longs, les gens peuvent se moquer de toi. Mais tant que les femmes t'aiment, tu n'as rien à craindre. Puis il a dit quelque chose à propos de Prince que beaucoup de gens ont trouvé intéressant. C'est un penseur de haut niveau et quelqu'un qui a toujours 30 longueurs d'avance, quelle que soit la difficulté, a déclaré Williams. C'est une personne de principes élevés et un gars qui a toujours 30 longueurs d'avance, quel que soit le tournant. Ce qui rend cette déclaration intéressante, c'est que lorsque Prince était en vie, il était connu pour les messages énigmatiques qu'il transmettait toujours, à la fois à travers sa musique et dans les interviews menant à sa mort. Ce n'est pas que nous soyons contre eux ou quoi que ce soit du genre. L'idée est que nous trouvions de meilleures façons de travailler ensemble. Ce n'est pas une situation où ils possèdent l'album ou l'œuvre. Autrement dit, nous parlons de copies intellectuelles. La théorie avancée par les fans est que Cat pourrait faire référence à ces messages énigmatiques, qui font allusion à quelque chose de sombre dans l'industrie du divertissement. Mais ce qui est remarquable dans les messages pour lesquels le chanteur légendaire est connu, c'est qu'ils sont largement basés sur le cauchemar auquel l'industrie musicale a toujours été confrontée. Le problème est qu'il est mort immédiatement après avoir décidé de lever le drapeau de cette cause. En tant que personne ayant une profonde influence dans l'industrie du divertissement, s'il y avait quelqu'un qui n'aimait pas ce que Prince essayait de faire dans l'industrie et qui avait tous les moyens de l'arrêter, c'était probablement Clive Davis. Vous voyez, Prince n'a pas choisi au hasard son intérêt à dénoncer l'industrie. Cela est né de ses expériences avec des dirigeants de cette industrie. Des millions de fans se souviendront de Prince comme d'un maître du funk, d'une icône et du créateur de succès indélébiles comme 1999 et When Doves Cry. Mais dans le monde de la musique, Prince, décédé à l'âge de 57 ans, a également été un défenseur pionnier et parfois controversé de ses droits d'artiste. Dans les années 1990, il a eu un conflit public avec l'industrie musicale, protestant contre le système des majors en écrivant le mot « esclave » sur sa joue et en changeant son nom en une lettre imprononçable. Puis, à mesure que le monde de la musique se développait en ligne, Prince faisait parfois des déclarations confuses sur Internet et contrôlait si soigneusement ses droits musicaux que la plupart de ses chansons n'étaient pas seulement disponibles sur des services de streaming comme Spotify, mais également sur Pandora et YouTube. Ces mouvements ont parfois été ridiculisés comme étant excentriques, mais il est maintenant considéré comme l'un des premiers défenseurs du type d'expérimentation et de contrôle artistique qui est devenu un outil essentiel des pop stars les plus progressistes. Si vous voulez voir son influence, tout ce que vous avez à faire est de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez Kanye West sortir un album sur différentes plateformes et y ajouter des éléments au fur et à mesure qu'il avance, ou Drake did, vous savez, j'ai un nouveau disque et je suis sur le point de le sortir, a déclaré Jimmy Jam. Un producteur qui fut un associé de longue date de Prince et ancien président de la Recording Academy, qui décerne les Grammy. Pour Prince, la clé a toujours été le contrôle. Ses batailles au début des années 1990 avec Warner Brothers, la maison de disques qu'il avait signée au début de sa carrière, concernaient en grande partie l'exigence du label de ne pas sortir plus d'un album par an, à un rythme rapide compatible avec la commercialisation de l'industrie du mannequinat. Ces restrictions ont irrité Prince, qui s'est ouvertement rebellé et a finalement fondé son propre label, NPG Records. En 1996, il sort 3 albums, Emancipation, grâce à un accord avec EMI qui lui permet de sortir des albums quand il le souhaite. Pour moi, la musique n'est pas planifiée, a déclaré Prince au New York Times en 1996. L'idée principale n'est pas de savoir combien de façons différentes nous pouvons le vendre. C'est tellement loin du véritable esprit de la musique. La rumeur court que cette résistance à ce qui est considéré comme des normes acceptables de l'industrie a peut-être joué un rôle dans sa disparition controversée. Et le centre de cette négociation était au nom de Clive Davis. En effet, à l'époque où Prince dominait l'industrie musicale, Clive Davis était impliqué dans presque toutes les grandes affaires.
Je veux dire, pour quelqu'un qui était président de Columbia Records à la fin des années 60 et au début des années 70, et qui était responsable de la découverte de talents comme Whitney Houston, Barry Manilow, Patti Smith, Kenny G et Sarah McLachlan. C'était sans doute l'un des dirigeants les plus puissants. Eh bien, les gens disent qu'il était peut-être le mieux placé pour profiter du silence de Prince, ce dont Cat Williams a souvent parlé ouvertement au fil des ans. En affaires, rien n'est aléatoire, sinon on entendrait parler de quelqu'un qui perd de l'argent. Dans toutes ces situations, seul l'artiste est perdant. Quelqu'un gagne beaucoup d'argent. La raison pour laquelle beaucoup de gens semblent pointer du doigt Davis dans cette affaire est que l'homme a déjà été accusé d'avoir réduit au silence l'un des siens. Dans ce cas, cette personne est Whitney Houston. Houston a été découverte face contre terre dans le bain à remous par son assistante, qui l'a laissée pendant seulement 45 minutes pendant qu'elle sortait faire des courses. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Whitney ne répondait pas. Ils ont pratiqué la RCR pendant environ 20 minutes avant de déclarer sa mort. Alors que le corps de Houston, ravagé par la drogue, gisait gelé sous les draps de sa chambre du Beverly Hills Hotel, dans une autre partie du bâtiment, une soirée Grammy Awards était organisée par son mentor de longue date, Clive Davis. Un médecin légiste a statué que la mort de la plus grande chanteuse de son âge avait été causée par une noyade accidentelle due à une maladie cardiaque, et que la consommation chronique de cocaïne était considérée comme un facteur contributif au meurtre. Une dose aiguë de coke a été trouvée dans son organisme, ainsi qu'un mélange d'autres drogues, notamment du cannabis et des sédatifs sur ordonnance. Cependant, un détective privé de Los Angeles, qui a enquêté sur des affaires de drogue et des transferts suspects de célébrités, a affirmé de manière sensationnelle que Houston, 48 ans, avait été trompé par des criminels envoyés par de puissants trafiquants de drogue de la côte Est pour recouvrer une dette de 1,5 million de dollars. Alors ce matin, une histoire très étrange, la mort de Whitney Houston, bien sûr, a choqué les fans du monde entier. Aujourd'hui, un détective privé annonce une nouvelle choquante en affirmant que c'est elle. Il dit qu'il en a la preuve. L'ancien officier de police Paul Hubel affirme avoir présenté au FBI ce qu'il estime être des preuves irréfutables selon lesquelles Houston était la cible de 2 hommes appartenant à un gang débraillé. Il a ajouté que le couple était inconnu de la plupart, mais pas de tous, du grand entourage de Whitney, qui s'était rendu à plusieurs reprises dans sa chambre d'hôtel au cours de ces derniers jours. Incroyablement, Hubel a même affirmé que les hommes avaient été filmés par la vidéosurveillance de l'hôtel en train d'entrer dans la chambre numéro 434 de la chanteuse dans le luxueux hôtel Beverly Hilton au moment de sa mort. La partie la plus compliquée de toute cette histoire est qu'après la mort de Whitney, Davis a continué sa fête. Le cas où le corps de Whitney était toujours à l'hôtel et où il y avait une fête où la moitié de la pièce avait l'air d'être en larmes, l'autre moitié avait l'air de dire au revoir. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est de la folie totale. Cela a mis en colère certains fans et a conduit à un examen plus approfondi de sa vie. Et devinez qui a été impliqué dans la drogue dans le passé? Oui, le même homme. Un grand jury fédéral de New York a interrogé l'ancien assistant de Clive J. Davis, le président déchu de Columbia Records, dans le cadre d'une enquête interétatique sur la drogue, selon les médias. Des sources proches du dossier ont déclaré hier que M. Davis, qui a été licencié la semaine dernière et accusé dans une action civile par le Columbia Broadcasting System d'avoir détourné près de 94 000 $ de fonds de l'entreprise, avait été invité à témoigner devant le grand jury, disent les sources. On sait également que des agents fédéraux se sont récemment rendus dans les bureaux de Columbia Records et Paramount Records dans le cadre d'une enquête sur la drogue. Tony Martin, président du célèbre groupe musical Société Mère de la Paramount, a immédiatement démenti qu'une telle visite ait eu lieu. Selon des sources bien informées de l'industrie du disque et des forces de l'ordre, la chaîne d'événements qui a conduit au licenciement de Winshaw et de M. Davis par le grand jury a commencé en février dernier avec l'inculpation d'un manager d'artistes et d'un secrétaire de Columbia Records à une époque de soi-disant internationalisme, affaire de contrebande. 8 personnes ont ensuite été inculpées devant un tribunal fédéral de Newark pour complot et contrebande, prétendument liées au groupe multimillionnaire Groupe H opérant en Italie, au Canada et aux États-Unis. Parmi eux se trouvait Pasquale Falcone,
identifié par les responsables de Columbia Records comme le manager de plusieurs artistes de Columbia. Maintenant, les gens se demandent quelles sont les chances que cet homme soit impliqué dans une affaire de drogue. Et son plus grand artiste, celui qui l'a poussé au bord du gouffre, se trouvait dans la pièce à côté de lui lorsqu'il est censé être mort à cause de la drogue. Coincidence? Cela ne semble pas être le cas. Les gens semblaient considérer cela comme signifiant que Davis avait peut-être joué un rôle dans la façon dont les choses se déroulaient. Cela a également ouvert la porte à des questions sur l'implication de Davis dans la mort de Prince, car le chanteur est également décédé d'une manière similaire, non moins suspecte. La légende de la musique serait décédé après avoir pris ce qu'il pensait être du vie, mais qui était en réalité de faux analgésiques contenant du fentanyl. Le procureur du comté de Carver, Mark Metz, a déclaré lors d'une conférence de presse à Chaska que Prince ne savait probablement pas qu'il prenait une pilule contrefaite qui pourrait le tuer. L'entourage de Prince ne savait peut-être même pas que les pilules étaient contrefaites et contenaient du fentanyl. Malgré une enquête approfondie, il n'existe aucune preuve crédible montrant comment Prince a obtenu la contrefaçon de Vicodin contenant du fentanyl ou qui a été impliqué dans l'achat des pilules, a déclaré Metz. Prince, 57 ans, a été retrouvé inconscient dans son domaine de Paisley Park le 21 avril 2016 à Chanhassen, Minnesota. Selon les autorités sanitaires du Minnesota, il est décédé d'une surdose accidentelle de fentanyl. Metz a déclaré que les preuves montrent que Prince pensait qu'il prenait du V et non du fentanyl. Avant d'annoncer sa décision de ne pas engager de poursuite, Metz a déclaré qu'il était conscient qu'il s'agissait d'une affaire inhabituelle et très inhabituelle impliquant une personne de renommée mondiale, mais qu'il ne pouvait pas en tenir compte dans ses accusations. Cependant, la plupart des gens n'aiment pas l'histoire. Ce détail hante les fans, qui souligne l'étrange lien avec une phrase de sa chanson à succès Let's Go Crazy, dans laquelle il chante « Devons-nous laisser l'ascenseur nous emmener? Devrions-nous descendre? » Oh non! Allez! Mais pour le producteur de musique de Los Angeles Reed, cette coïncidence effrayante lui a également rappelé sa conversation avec le défunt artiste. Une fois, j'étais seul avec lui et il m'a dit « Tu sais ce qu'est un ascenseur? » Reed se souvient. « Les ascenseurs sont le diable, dit-il. Et pour ma part, j'ai été vraiment hanté quand j'ai lu qu'on l'avait retrouvé dans l'ascenseur. Je pense qu'il a dit, « Maintenant, savez-vous ce qu'est un ascenseur? » Maintenant, je dis, « Qu'est-ce qu'un ascenseur? Les ascenseurs sont le diable, dit-il. Et pour ma part, j'ai été vraiment hanté quand j'ai lu qu'on l'avait retrouvé dans l'ascenseur. » Bien que Reed ait déclaré qu'il ne connaissait pas les détails exacts sur la santé de Prince, il a déclaré que la mort subite était effrayante, surtout parce qu'il faisait toujours attention à sa santé. Il est végétarien. Il ne mange pas d'alcool. Je ne savais pas qu'il prenait des médicaments. Il a travaillé dur. Cela m'a vraiment inquiété aussi parce que cela m'a fait penser. Oh, tu veux dire que tu fais toutes ces choses pour prendre soin de toi et que tu meurs si jeune, a déclaré Reed. Droite. Ce que je sais, c'est qu'il est vraiment soucieux de sa santé. Il est végétarien. Il n'abuse pas d'alcool. Je ne savais pas qu'il abusait de drogue. Le producteur de musique connaît Prince depuis des décennies, depuis l'époque où il était membre de ce qu'il a décrit comme un groupe imitateur fortement influencé par Prince. Reed décrit Prince comme le plus grand musicien, qui a défié toute catégorisation musicale grâce à sa fusion de blues, de jazz, de rock, de funk et même de gospel dans sa musique et qui a réuni ses plus grands succès. J'ai lu qu'il était dur comme James Brown, traditionnellement masculin comme Teddy Pendergrass, profond comme Paul Simon et fort comme Michael Jackson, a déclaré Reed. Dans l'ensemble, les détails discutables de son départ, ainsi que le moment de son apparition, lorsqu'il a réellement commencé à défendre les artistes contre les dirigeants, permettent d'être facilement d'accord avec Reed sur le fait que les choses ne se sont peut-être pas déroulées comme les médias l'ont décrit. Quant à Clive Davis, même si le fait d'être un dirigeant de l'industrie pendant les années de guerre de Prince en faisait un suspect, il était en fait connu pour les choses pour lesquelles le chanteur légendaire se battait et il l'a fait avec Whitney Houston. Diamanda Gallas, une musicienne pionnière qui a sorti 21 albums studio, a écrit sur sa page Facebook officielle quelques jours après la mort de Houston, qualifiant le dirigeant du label de cochon géante. Selon Gallas, Houston aurait dû suivre au moins 2 ans d'études avec un orthophoniste avant de répéter, et encore moins de se produire sur scène. Dans cet article,
Il affirmait que la chanteuse avait été ramenée sur scène avant qu'elle ne soit prête à jouer par Davis. Gallas écrit que Houston n'était pas bien préparé pour jouer. Écrire des chansons. Comment a-t-elle été amenée sur scène? Une leçon qu'un débutant ne connaît pas? Hey! Tu veux voir Seat chanter grâce à Clive Davis? Wow! Mec, ce serait bizarre. Non? To Perry? Mec. Gallas ne s'est pas arrêté là, affirmant que Davis pouvait désormais emballer sa mort et ses cloches et sifflets et les vendre à un prix avantageux, même pendant la période la plus basse des ventes de disques, allant même jusqu'à ce qu'il soit possible de prédire ce qui se passera. C'est produit en 1992, dira en réponse un vétéran de l'industrie du disque âgé d'1 an. Et Clive et Sony diraient que même si nous ne nous attendons pas à atteindre le seuil de rentabilité avec cet hommage sans compromis à Whitney Houston, nous pensons personnellement que c'est sa responsabilité en tant que chanteuse. Au sommet de notre agence et fille adorable, elle a toujours été pour nous. S'il avait pu faire cela, qu'aurait-il fait à quelqu'un qui se battait pour mettre fin aux conditions aussi terribles des artistes? Faites-le nous savoir dans les commentaires. C'est tout. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions.